Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la démarche de l'innovation à l'ANSSI avec Jean-Baptiste Demaison. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributrices et les contributeurs Non Limite Sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et Paul Amar. Bonjour. Alors Jean-Baptiste, on a déjà réalisé un épisode ensemble, mais pour les auditeurs qui ne l'auraient pas suivi, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Bonjour à toutes et à tous et merci de me recevoir à nouveau. Je suis donc le responsable du laboratoire d'innovation de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Alors Jean-Baptiste, l'un des points qui illustre la démarche d'innovation de l'ANSSI, c'est justement le Lab Innovation. Qu'est-ce que c'est ? Le Lab d'innovation, c'est d'abord une entité au sein de l'ANSSI qui réunit des agents de l'ANSSI et qui travaille avec toutes les sous-directions de l'agence, mais c'est aussi c'est une communauté un petit peu plus large de spécialistes qui contribuent à créer des solutions, des nouveaux leviers d'action. Il a été créé en 2021. En 2021, c'était encore une démarche très exploratoire qui nous a permis un peu d'investiguer, de réfléchir à ce qu'on pouvait faire. Et le point de départ, on va dire que c'est la volonté d'aller mobiliser des méthodes, des outils de l'innovation à la fois issus du design, notamment en matière de recherche, avec une intuition forte de la nécessité d'aller vraiment structurer un travail de recherche, d'investigation auprès des bénéficiaires des entités que l'on souhaite aider à renforcer leur cybersécurité ou de l'écosystème plus large de tous les acteurs qui contribuent à cet objectif. Donc du design dans la recherche, dans la conception, et puis aussi assez rapidement la volonté de mobiliser des méthodes plus entrepreneuriales où on parle parfois de méthodes produits, et je pourrais y revenir, pour construire des leviers d'action performants qui permettent d'aller démultiplier, on va dire, certains aspects de l'action de l'ANSSI pour toucher un maximum d'entités. Mais alors concrètement, ça marche comment ? Ça s'adresse à qui peut y participer ? Est-ce que j'ai 15 000 questions. Est-ce que c'est des projets techniques opérationnels ? Est-ce que c'est des guides ? Est-ce que c'est plein de questions ? Tu te souviens de ta première question, Vlad, ou pas ? Moi, je m'en souviens. Alors, la toute première question, c'est que le laboratoire d'innovation, d'abord, il a été créé en interne pour travailler au sein de l'ANSSI avec toutes les sous-directions et toutes les divisions à l'émergence de nouvelles manières de travailler, de nouveaux modes d'action. Donc, on va dire que quand bien même notre démarche et toutes les choses qu'on crée sont très ouvertes, tout est open source, c'est avant tout un dispositif interne pour travailler sur les différents leviers que l'ANSSI peut mobiliser d'ores et déjà, ou pour imaginer des nouveaux leviers d'action. On aura l'occasion d'en parler. On en a imaginé des assez originaux et qui ont fait preuve de leur impact. Et d'ailleurs, je parle d'impact, mais c'est un mot qui est très important pour nous. L'idée, et ça rejoint cette idée aussi de pilotage un peu entrepreneurial des projets, c'est de vérifier que ce qu'on fait fonctionne. C'est pas tout de créer un levier, mais si on le déploie pas, s'il n'est pas utilisé par toutes les entités qu'on souhaite adresser, ça fonctionnera pas. Alors c'est un peu théorique ce que je dis quand je parle d'entité, de levier, etc. Mais c'est parce que c'est un peu notre biais. On est aussi très théorique au sein du lab parce que l'innovation publique, c'est avant tout un corpus de méthodes, d'outils qu'on mobilise. Et après, ça se matérialise par des choses très tangibles, comme Cyberenjeux, dont on a pu parler dans un épisode avec vous, qui a permis de former plusieurs dizaines de milliers d'élèves à la cybersécurité, de susciter des vocations en amenant dans les salles de classe un jeu, un outil pour permettre aux enseignants de former leurs élèves à la cybersécurité et aux élèves de créer des jeux sur le sujet. C'est aussi des services numériques. Donc on a le lab, c'est aussi un incubateur de services numériques, membre du réseau Betagouv, des incubateurs de l'État. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Betagouv. Et on a incubé plusieurs services numériques comme Mon Service Sécurisé, Mon Espace Nice 2,
mes services cyber. Et on a également créé une communauté d'aidants cyber sur laquelle on pourra revenir. C'est une initiative de la direction de l'agence, ou est-ce que, comme d'autres agences, je pense à la CNIL a dans le texte de loi qui définit ses missions une obligation de prospective. Est-ce que vous, dans les textes de loi qui définissent les missions de l'agence, vous avez aussi cette mission d'innovation ? Alors, pas à ma connaissance. Je peux me tromper, mais pas à ma connaissance. Voilà, donc c'est une clairement véritable décision en interne à l'agence de s'organiser de cette manière-là. Voilà. Exactement. Et c'est peut-être aussi l'occasion de dire qu'en fait, l'ANSSI n'a pas attendu un lab pour innover. L'un des grands enjeux qu'on essaie d'adresser collectivement à l'ANSSI, et particulièrement le lab, mais on n'est pas les seuls, c'est l'enjeu du changement d'échelle. C'est-à-dire, on a un contexte d'augmentation permanente du nombre de bénéficiaires, d'entités à accompagner. Vous avez forcément en tête le contexte de la directive NIS 2. C'est un enjeu d'industrialisation. Ça me semble différent personnellement qu'un enjeu d'innovation. Mon service sécurisé, bon, ça c'est pour moi, vu de l'extérieur, c'est une vraie innovation. Alors l'innovation, elle est dans le fait de trouver un mode d'action nouveau et qui va du coup fonctionner, ça va être pertinent du point de vue des personnes auxquelles s'adresse la solution, donc performant, on pourrait dire utilisable, utilisé et utile. Et puis générer les impacts attendus. C'est pas tout de faire un truc qui marche, encore faut-il que ça soit utile et que ça génère les impacts. Et donc on va dire que notre enjeu en commun, c'est le changement d'échelle, c'est l'industrialisation, c'est aussi le fait qu'on ait une diversification des profils d'entités en termes de niveau de maturité, mais aussi des rôles dans les organisations. Donc on innove aussi, par exemple, dans le fait d'aller s'adresser à un périmètre plus large de personnes dans les organisations. Moi, souvent, je dis que les DPO sont nos amis, quoi. On a échangé avec énormément de DPO qui sont ultra preneurs d'outils clés en main. Et puis, à l'échelle, par exemple, d'une collectivité ou d'une petite entreprise où il n'y a souvent pas de RSSI, il y a une personne en charge de l'informatique qui est aussi parfois en charge de la protection des données, pouvoir proposer un outil comme Mon Service Sécurisé, où on a intégré aussi des mesures en matière de protection des données, parce qu'on a travaillé avec la CNIL, c'est une solution clé en main pour un sujet global qui est celui de la sécurité et de la protection des données. Donc l'enjeu il est commun, et l'innovation elle est dans le fait de trouver des manières un petit peu différentes de construire des solutions pour que ça fonctionne. Tu parlais de BetaGouv, donc ce que je vois c'est qu'à date, il y a plusieurs services qui sont en incubation. À quel moment vous considérez qu'un service peut être pérennisé? Tout de suite, j'en vois 0. À quel moment vous vous dites, là, c'est bon, on est bon et on a un service qui passe, entre guillemets, à l'échelle? Alors le sujet de la pérennisation, c'est un sujet au sein de la communauté BetaGouv qui fait beaucoup débat, parce que c'est quoi un service pérenne? Est-ce que c'est un service qui est sauvé du risque de disparaître? Est-ce que c'est un service qui a quitté un incubateur et qui est passé du côté d'une DSI? C'est des gros sujets de débat au sein de la communauté. Ce qu'on peut dire par exemple, c'est que Mon Service Sécurisé a été sélectionné comme service à impact national par la direction interministérielle du numérique en mars dernier. On a rejoint un cercle assez restreint de 30 startups d'État depuis le lancement de BetaGouv il y a 10 ans, donc parmi lesquels on retrouve Pix, démarches simplifiées ou des produits qui sont très connus du grand public, ou Je veux aider par exemple. Mon Service Sécurisé, c'est une niche entre guillemets, puisqu'on s'adresse à des professionnels de l'informatique, de la sécurité, mais c'est un produit qui est clairement pérennisé. C'est vrai que c'est un produit qui a vocation à perdurer. Et est-ce que tu peux expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est Mon Service Sécurisé, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors Mon Service Sécurisé, c'est un service en SaaS qui est destiné aux entités, aux agents publics, mais aussi aux prestataires qui les accompagnent pour établir leur plan d'action cyber et accélérer l'homologation de sécurité de leur système d'information, et en particulier de leurs services publics numériques, sites web, applications mobiles ou API. Et ce que ça fait Mon Service Sécurisé très concrètement, c'est que un utilisateur va renseigner un service, va donner quelques caractéristiques de ce service, on va évaluer de manière indicative les besoins de sécurité à partir des informations qui ont été renseignées, notamment en matière de criticité des données. Et à partir de cette évaluation-là, proposer une liste personnalisée de mesures de sécurité à mettre en œuvre, une sorte de socle de mesures de sécurité. On l'ajuste aussi en fonction des besoins de sécurité. On va notamment indiquer quand on pense qu'un audit approfondi devrait être réalisé, une analyse de risque approfondie. Ensuite, les utilisateurs vont travailler de manière collaborative, donc c'est 100% collaboratif, sur ce plan d'action, indiquer le statut de mise en œuvre des mesures,
qu'en général, ce qu'on constate, c'est qu'on fait faire plus de sécurité grâce à ça. Et on va leur calculer un indice cyber indicatif, qui est donc une évaluation du niveau de sécurité. C'est pas évidemment une preuve de la sécurité, tout ça est déclaratif. Ce qui va leur permettre de mesurer leur progression. Il y a aussi un indice cyber personnalisé, j'en rentrerai pas plus dans le détail, mais qui tient compte notamment des mesures qu'ils considèrent comme non pertinentes. Et ensuite, il y a une dernière partie qui est un peu spéciale, spécifique à l'administration publique, qui est la possibilité de constituer en un clic un projet de dossier d'homologation de sécurité, qui est une décision qui doit être prise par une autorité avant la mise en service d'un système d'information ou d'un service numérique. Et donc ça, c'était un point qui avec mon service sécurisé, on essaie de résoudre un certain nombre de pain points, comme on dit en anglais, ou de difficultés qu'on a évaluées après avoir investigué longuement, après avoir parlé à des dizaines de RSSI, de responsables informatiques, etc., dans l'administration, dans les collectivités, en proportionnant davantage la démarche de sécurisation et en donnant des outils clés en main, très concrètement. Et donc là, le Lab Innovation, de ce que je comprends, c'est un petit peu comme de l'intrapreneuriat qu'on peut trouver dans pas mal d'entreprises, plutôt du secteur du privé. Et là, j'ai deux questions. Donc la première, c'est comment est-ce que ça se passe, en fait, le choix des projets et des personnes qui vont y participer? Est-ce qu'il y a des espèces d'appel à projets, comités pour choisir, etc. Et tu en parlais tout à l'heure, est-ce que ça a uniquement vocation à devenir des produits d'État, ou est-ce que potentiellement ça peut aussi devenir des produits qui ensuite deviendront des entreprises? Typiquement, des gens de l'ANSSI qui partiraient pour créer une entreprise sur ces produits ou ces idées. Je vais direct répondre sur la deuxième partie de la question. Non, c'est vraiment des produits publics. Par contre, ils sont totalement libres. Donc, tout est sur GitHub. Il est tout à fait possible qu'une entreprise ait envie de reprendre tout partie des produits qui sont créés pour les adapter. C'est pas la vocation par contre de l'ANSSI que de créer une sorte de pépinière à futures startups privées. C'est des modèles qui peuvent exister ailleurs, mais c'est pas le modèle. Là, le modèle, c'est plutôt de créer des services publics numériques qui vont être utiles soit aux agents publics eux-mêmes, soit à des bénéficiaires finaux, des usagers, des entreprises, des PME, des collectivités qui utilisent nos produits. Et sur le premier point, en fait, l'expérience jusqu'à présent, c'est que on n'a pas fait d'appel à intrapreneurs, on n'a pas fonctionné comme ça. Il y a des incubateurs dans des ministères qui sont très gros, qui ont un peu cet espace-là. L'ANSSI, ça reste une petite agence, et donc c'est plutôt venu d'initiatives de personnes qui ont eu envie de travailler et qui ont permis de lancer ces produits comme Mon Aide Cyber, qui est une communauté d'aidants cyber qui a été créée par un intrapreneur qui a porté le projet pendant 2 ans et qui a permis de réunir près de 1500 aidants bénévoles. On parlait d'innovation avec Hervé tout à l'heure. On est sur des aidants bénévoles issus de la sphère publique ou d'associations qui militent pour la confiance numérique et qui aujourd'hui vont déployer des diagnostics gratuits au bénéfice d'entités très peu matures sur les questions cyber et qui leur permet de passer à l'action. Moi, j'ai un peu une question sur comment ça s'organise entre BetaGouv, la DINUM, l'ANSSI. Est-ce que CHAP, c'est vous, par exemple? Parce que l'innovation, il y en a à plein de niveaux. Est-ce que vous vous synchronisez pour éviter de refaire 2 fois le même projet? Je travaille pour une entreprise qui a beaucoup de clients de messagerie, donc de messagerie instantanée. Alors, CHAP, c'est pas l'ANSSI. Et CHAP, c'est aujourd'hui porté au sein de la direction interministérielle du numérique par un opérateur qui est distinct de BetaGouv, qui est l'opérateur qui développe la suite numérique dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une suite on va dire bureautique qui est accessible à tous les agents publics. Et pour revenir au début de ta question avec BetaGouv, c'est une communauté qui est super soudée. Alors globalement, c'est plus de 3000 personnes qui contribuent à la communauté BetaGouv, tout ministère confondu. Et nous, la communauté des responsables d'incubateurs, on se parle tout le temps. Et donc on se marche pas sur les pieds. Par contre, on a tendance à chercher beaucoup à collaborer, à trouver des moyens de travailler ensemble. Par exemple, alors là, c'est pas BetaGouv spécifiquement, c'est plutôt l'opérateur que j'évoquais un peu plus tôt, mais dans tous les produits qu'on incube, on a des cas d'authentification adoptés ProConnect. ProConnect, c'est le France Connect des professionnels qui est accessible à tous les professionnels, qu'ils soient issus du privé ou du public. Et donc, plutôt que de réinventer la roue,
on va plutôt aller utiliser une solution, un commun numérique de l'État, ProConnect. Et par contre, l'ANSSI, avec sa casquette ANSSI plus classique, on va dire d'expertise en sécurité des systèmes d'information, on travaille très étroitement avec la direction interministérielle du numérique pour les accompagner quand c'est nécessaire et quand ils en font de la demande dans le renforcement de la sécurité de leurs différents projets. Et pour revenir dans le domaine de la cybersécurité pure, l'ANSSI publie aussi pas mal d'outils de cybersécurité, particulièrement autour de STIC chaque année. Est-ce qu'il y a déjà eu des transferts de technologies dans le domaine? On pense à Alcide, par exemple. Est-ce que c'est aussi dans le périmètre de l'innovation ou est-ce que c'est complètement différent? Ouais, enfin, il y en a pléthore, hein. Alcide, Citalide... Oui, Xerox. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu en tout cas, il n'y a pas eu de volonté de transfert technologique des produits qui ont été incubés dans le cadre de la démarche d'innovation. Ça pourrait arriver, hein. On a à cœur, par contre, d'essayer de faciliter le réemploi, sans forcément que ça soit du transfert de techno à proprement parler donc c'est pour ça qu'on a vocation à apaiser davantage nos outils à l'avenir pour que des entreprises qui proposent des services qui souhaitent, qui ont éventuellement des utilisateurs et utilisatrices en commun puissent les faire fonctionner en utilisant nos produits, qui sont open source. Et elle se constitue de combien de personnes, ces équipes produits, en règle générale? On parle de combien de développeurs à peu près pour chaque produit? Et quel est le minimum? Ouais, merci Paul. En moyenne, et là c'est vraiment une moyenne parce qu'on travaille quand même de manière assez matricielle. On a des gens qui vont travailler sur plusieurs projets parfois, mais même si on garde vraiment sur chaque produit des objectifs d'impact qui sont très clairs et des équipes très soudées autour de ces objectifs, c'est 2-3 développeurs, un product ou une product designer et on a une product manager qui est sur plusieurs produits. Donc ça reste c'est des petites équipes produits, mais qui sont très performantes, sans parler de l'intrapreneuriat évidemment, et qui se mesurent tout le temps. Mais c'est sur du temps personnel ou du temps qui leur est attribué, par exemple, je sais pas, un jour par semaine ou quelque chose comme ça? Non, alors c'est des gens qui travaillent souvent à temps plein ou à temps quasi complet sur les produits. C'est vraiment des vraies équipes dédiées. Et ça ressemble à quoi concrètement? C'est des gens qui font du vibe coding avec leur MacBook dans un Pluffle ou dans un Big Bag en utilisant Adulact ou Ils ont une main sur le baby-foot, hein, donc c'est bon, Nicolas. C'est ça, ouais. Qui dit innovation dit baby-foot, évidemment, quoi. Non, c'est des gens, tout ce qui est de plus normaux, professionnels, comme vous voulez, qui font du produit, qui sont passionnés par le produit, quoi, et passionnés par la cyber. C'est une vraie question. Je veux dire, qu'est-ce que vous utilisez comme usine logicielle, CI/CD? Comment vous faites pour les licences? Est-ce que vous utilisez des moteurs d'IA? Et si oui, comment vous faites pour assurer qu'il n'y ait pas... Enfin, quelle est votre politique en matière d'utilisation d'IA pour le coding, par exemple, ce genre de choses? C'est une vraie question sur comment vous vous organisez dans une petite équipe avec pas trop de moyens pour arriver quand même à produire du code, gérer les problèmes de dépendance. Enfin, on a fait plein d'épisodes de Limite Sécu très intéressants sur la supply chain et les problèmes. Voilà. Alors j'aurais dû venir avec notre équipe parce que je suis pas la meilleure personne pour te répondre sur ces aspects plus techniques, hein, mais à ma connaissance, par exemple, alors là c'est pas de la doctrine de l'ANSSI ou même du lab, mais à ma connaissance dans la pratique, il n'y a pas d'utilisation de l'IA dans le développement logiciel du côté des équipes. J'aimerais pouvoir te donner plus d'éléments, mais c'est pas mon domaine de spécialité. Est-ce que vous avez des bug bounty, par exemple? Qu'est-ce que vous faites en matière de cybersécurité, en matière de sécu, on a un RSSI dédié qui est à la base aussi développeur, donc DevSecOps qui travaille avec nos équipes. On s'impose un socle d'exigences très très rigoureux, et en termes de tests, outre les tests de sécurité automatique, on a déjà réalisé un audit PASI, on embraye à nouveau là-dessus cette année, donc avec là très bientôt audit de code, tests d'intrusion et puis audit de config et d'architecture également. Donc on est très exigeant sur ce plan-là, évidemment. Et est-ce que vous êtes contraint au socle des logiciels libres de l'État, par exemple, ou est-ce que vous pouvez différemment utiliser de l'Angular, du React, du Vue.js Non, il y a une grande liberté qui est laissée aux incubateurs sur l'ensemble des choix techniques qui sont faits. La particularité côté ANSSI, c'est surtout qu'on est très exigeant sur les aspects sécu
Et on essaye d'ailleurs de faire contribuer au commun numérique de l'État en parlant beaucoup avec les autres incubateurs. Mon service sécurisé en tant que tel, on a beaucoup parlé de ce projet-là, on en a d'autres, hein, mais c'est en soi un commun cyber de l'État, puisqu'il y a aujourd'hui une très très nombreuses startups d'État qui pilotent leur plan d'action SSI sur mon service sécurisé, qui leur dit quoi faire pour quelles mesures, quelles exigences de base respecter pour sécuriser leurs produits. Et vous travaillez avec des freelances ? Oui, on travaille avec des freelances, ouais. C'est l'une des particularités du programme BetaGouv qui prend appui sur un marché interministériel, qui permet, c'est vraiment le pari qui a été fait, hein, qui est de se dire, si on veut faire des services numériques dans le public qui fonctionnent aussi bien que des startups privées ou des produits en SaaS tels qu'on peut les trouver dans le privé, il faut qu'on recrute des gens qui viennent du monde des startups et c'est une des facilités, c'est une des possibilités qui est offerte et qui nous permet de recruter des gens et d'être très exigeant en termes de sélection. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que vous considérez comme des facteurs de succès ou de réussite, parce que tout ça nécessite des ressources. Comment on évalue, si tant est qu'il est possible d'évaluer ça, non seulement l'impact, mais la réussite de tels projets? Merci pour cette question qui est hyper importante pour nous, hein. Je le disais un petit peu plus tôt, on a à cœur de mesurer un maximum des métriques d'usage, mais aussi des métriques d'impact, hein, parce que c'est pas tout qu'un produit soit utilisé, encore faut-il qu'il produise l'impact final recherché, à savoir la résolution du problème de politique publique qu'on essaie d'avoir. Donc par exemple, on a des tonnes et des tonnes et des tonnes de métriques, hein, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais évidemment des métriques d'usage très classiques, hein, notamment de rétention, est-ce que les utilisateurs, est-ce que les personnes reviennent, réutilisent les produits, etc. On a aussi des retours, on a aussi de la recherche plus qualitative ou quantitative. Alors pour celles et ceux à qui ça parle, on a un Net Promoter Score de 90 sur 100 sur mon service sécurisé, et puis on parle à nos utilisateurs toutes les semaines, on fait du test en continu, on a une feuille de route qui est publique, on a donc des gens qui vont voter sur les fonctionnalités qu'on va développer, on a une boîte à idées aussi, et puis en termes de grosses métriques qu'on aime évoquer, si je prends par exemple à nouveau l'exemple de mon service sécurisé, on a plus de 7700 agents publics ou prestataires qui l'utilisent, on a plus de 4500 services qui sont référencés. Et en termes de métriques d'impact, on regarde notamment les faiblesses corrigées. On parle de faiblesses plutôt que de vulnérabilité parce que c'est parfois des vulnérabilités, mais parfois un peu des défauts d'organisation qu'on essaie de corriger. On est à plus de 110 000 faiblesses qui ont été corrigées. Ça, c'est notre impact. Et concrètement, on a des services numériques qui sont plus sécurisés après être passés par mon service sécurisé qu'avant. Et c'est ça qui nous importe. Ok, est-ce qu'il y a d'autres points que tu souhaiterais évoquer ? Oui, merci. J'aimerais bien parler de mes services cyber, qui est la dernière innovation qu'on a lancée, qui a été annoncée par Vincent Strubel, le directeur général de l'ANSSI, lors du FIC. C'est un peu une nouvelle étape dans le cycle lors du FIC 2025. 2025, merci. Donc oui, je serais content de pouvoir parler de mes services cyber. Mes services cyber, c'est une nouvelle innovation qui a été co-construite vraiment très très collectivement au sein de l'ANSSI et qui a été annoncée lors du FIC 2025 par Vincent Strubel, le directeur général de l'ANSSI, et qui est la plateforme de l'offre de services, des services et ressources qui sont proposés par l'ANSSI, mais également nos partenaires. On a notamment commencé avec cybermalveillance et la CNIL. Je le disais un peu plus tôt, les DPO sont nos amis, la CNIL c'est aussi nos amis, évidemment cybermalveillance c'est plus que des amis. Et mes services cyber, c'est un gros travail, c'est un peu de la matérialisation d'un gros travail, une première étape dans la formulation très orientée, on va dire, utilisateur ou bénéficiaire, dans la présentation des différents services, différentes ressources qui sont proposées par l'ANSSI. Donc on a un catalogue complet de ces services et ressources organisés en grands besoins cyber, avec des filtres qui ont été pensés pour permettre d'accéder très rapidement à des choses utiles. On propose également un test de maturité cyber en 5 minutes. Alors ce test de maturité, c'est évidemment pas une évaluation du niveau de sécurité d'une organisation en 5 minutes, ça aurait pas de sens, mais c'est un travail de design. J'utilise le mot à dessein parce que c'est pas du design au sens graphique du terme, il y en a aussi, hein, mais c'est du design en termes de politique publique cyber. On a réussi à encapsuler sur 6 grandes catégories, 5 niveaux de maturité, et ça permet à une entité qui souhaite évaluer son positionnement global sur les enjeux
de cybersécurité, d'avoir une évaluation très rapide. Ce que ça permet de faire aussi, c'est derrière de proposer des services et des ressources qui soient adaptés. Un des trucs qui ressort le plus clairement de toutes les investigations qu'on a faites ces dernières années, c'est qu'un des critères les plus structurants, c'est le sujet de la maturité cyber. Plus que le fait d'être une entité publique, une entité privée, plus le fait d'être une petite ou une grosse entité. Il y a souvent une corrélation, évidemment, mais pas toujours. Il peut y avoir des ETI qui soient assez faibles, qui soient même amenés à faire des diagnostics cyber gratuits. Mais cette maturité, du coup, elle est assez déterminante. Elle peut être aussi utile ce test peut être aussi utile à des entités, à des entreprises privées qui accompagnent des collectivités ou d'autres entreprises pour proportionner l'accompagnement. Ça nous permet de proposer des sélections de services en fonction de cette maturité. On a aussi des sélections de services pour les entités concernées par NIS2 parce que c'est hyper important. Et je le disais un petit peu plus tôt, la possibilité de demander un diagnostic cyber gratuit accompagné par un aidant cyber. Et je voulais insister particulièrement là-dessus parce que toute l'aide que vous pourrez nous apporter, les auditrices et les auditeurs de No Limit Sécu pour parler de ce diagnostic cyber à vos communes, à des entreprises autour de chez vous que vous connaissez, l'idée c'est d'aller aider des personnes qui ne savent pas forcément qu'elles ont besoin d'aide à prendre leur cyberdépart. Alors c'est le terme un peu marketing qu'on a trouvé, mais qui vise à adresser en réalité une population très particulière, très spécifique, qui sont ces entités qui sont sensibilisées au risque cyber. Et on se rend compte qu'en fait, c'est vraiment de plus en plus le cas. À chaque fois qu'on parlait à des responsables informatiques ou RSSI dans des boîtes ou dans des collectivités, tout le monde nous disait alors moi j'ai de la chance parce que chez moi ils ont bien conscience du risque cyber, alors, c'est pas le cas partout. Puis à chaque fois qu'on parlait des gens, tout le monde nous disait la même chose. On disait ah ok, en fait le risque commence à être connu. Et par contre, il y a une première phase, on doit arriver à structurer un petit peu cette action, à prioriser. On s'est rendu compte qu'on avait affaire à des organisations qui savaient pas trop par où quoi commencer, avaient un peu peur de se tourner vers des entreprises privées. Notamment, alors le terme qui est revenu à plusieurs reprises, c'était le syndrome du garagiste. C'était peur de me faire refiler des trucs dont j'ai pas besoin, etc. Ce que ça signale surtout, c'était le fait de ne pas se sentir capable en fait de juger si c'est pertinent ou non. Et donc, ce diagnostic cyber avec un aidant cyber à partir d'un outil qui a été créé par l'ANSSI, qui est le même pour tout le monde, ça permet d'objectiver là des premières actions à prendre, personnalisées, et on va retrouver des choses qui sont très connues comme les règles d'hygiène, etc. Ce qui fait la différence, c'est qu'il y a une personne qui se déplace chez vous ou qui dans vos locaux ou qui fait ça en visio parce que vous avez un outil, vous avez un dispositif qui est proposé par l'ANSSI. Et ce qu'on constate en fait, c'est que ça met vraiment à l'action de très très nombreuses entreprises et collectivités. On est hyper preneur de toute l'aide que vous pourrez avoir pour parler de ce dispositif et pour faire la demande de diagnostic. C'est très simple, il faut aller sur messervices.cyber.gouv.fr/cyberdépart. Le message est passé. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu souhaiterais évoquer ? Non, je vous remercie beaucoup de m'avoir permis de parler aujourd'hui. Et puis si peut-être dire une chose, c'est l'ANSSI n'a pas attendu le lab pour innover. Ça fait des années que l'ANSSI propose des dispositifs qui permettent d'amorcer ce changement d'échelle, d'adresser des populations très différentes, de proportionner l'effort. Et le lab a été créé pour accompagner ce mouvement et travailler avec tout le monde pour y arriver. Merci Jean-Baptiste d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Vladimir. Oui. C'est l'heure de la méta-minute fail. De la méta-minute fail. Ah ouais ? Je l'ai pas là. C'est le fail de la minute fail. Ah si, j'en ai une mignonne. Une toute mignonne. J'ai pas besoin de faire de prévenir avant. On a des nouveaux, enfin on déménage pas vraiment, mais on a des nouveaux locaux, donc on a acheté plein de matos informatiques, équipements réseau, etc. On reçoit tous les cartons, une grosse pile de cartons avec les écrans, et il y a un carton qui dépasse sur le côté avec marqué Switch. Donc j'ai un collègue qui dit « Ah, génial, c'est la nouvelle Switch qu'on a reçue, c'est génial, vous l'avez commandée ?» Et on déplace le carton, c'est marqué non, c'est juste Network Switch Cisco, quoi, tu vois, c'est... Donc voilà, ce petit fail mignon, il a été très très déçu que ce ne soit pas la nouvelle Switch, console de jeu. Du coup, pour la soirée de Noël, il reçoit une Switch. Allez. Un Switch, tu sais, les interrupteurs américains avec marqué Switch. Ok. Bon, eh bien, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.